Donc ce soir, on voulait parler des plantes un peu moins communes que celles qu'on voit en jardinerie et qu'on voit généralement. On voulait parler un peu de céphalotus, un peu d'éléanthora, un peu de tubéreux, sans doute un peu de rotundifolia et de drosophyllum, puisque c'est des plantes, voilà. Comprendre les milieux extrêmes, voilà, on va essayer de voir un petit peu les techniques spécifiques qui sont utilisées dans ces cas-là. Je pense que Charles nous reparlera des tests qu'il a fait, sur lequel Mhm. il a fait une conf la dernière fois. Et après, on parlera d'observer, protéger et transmettre, parce que c'est aussi important que de connaître, c'est de protéger ces plantes, parce que Arthur l'a dit tout à l'heure, les milieux naturels se réduisent et du coup, on en voit de moins en moins in situ. Et c'est vraiment des choses qu'il faut bien prendre en compte, quoi. Donc, bah, je vous Oh, propose qu'on... tombe bien, j'aurais plein de choses à dire. Voilà. Eh ben, tant mieux, t'es au bon endroit. Bah, je vous propose qu'on commence d'abord peut-être par cultiver l'exception. Peut-être d'abord sur Cephalotus. Est-ce que tu peux nous décrire, Charles, toi, Cephalotus, ce que c'est comme plante et comment tu la cultives? Je vais mettre une photo pour qu'on ait Alors, l'info. c'est une plante qui est magnifique, mais qui prend la tête. Ok. Alors, elle est pas si compliquée que ça à cultiver, mais elle peut être des fois un peu capricieuse. Et il n'y a pas une règle absolue pour la culture de Cephalotus, mais il faut adapter en fait sa façon de la cultiver en fonction de ce qu'on sait faire ou qu'on peut faire ou de ce qu'on a comme emplacement. Et donc le secret, on va dire, réside dans le bon compromis entre un substrat bien aéré et drainant, un arrosage en conséquence de ce qu'on a choisi comme substrat, s'il est minéral ou pleine tourbe, parce que ça marche très bien aussi en pleine tourbe, tout simplement. Privilégier aussi allez, une bonne aération pour éviter qu'il chope des maladies bien embêtantes comme l'odium. Mhm. Euh, mais voilà, il n'est pas compliqué, mais faut savoir quelques petits trucs et respecter certains codes et surtout adapter cette culture en fonction de, voilà, comme je le disais, de ce qu'on a comme possibilité chez soi. Mhm. C'est sûr que si on a qu'un emplacement plein soleil et qu'on ne sait pas surveiller l'arrosage ou vraiment et qu'il est enfermé dans une boîte, bon, voilà. Sur Capensis, ça peut pas poser de problème. Sur Céphalotus, ça passera pas, quoi. C'est pas simple, ok, c'est sûr. Est-ce que donc du coup c'est une plante que tu peux conseiller à des débutants juste avec les bons conseils qui vont bien, quoi? Voilà. Même les débutants, je les conseille à certaines personnes, même en rebord de fenêtre, en intérieur, alors dans ce cas-là. Là où on mettrait une Mhm. Nepenthes, Cephalotus, si on l'arrose pas un peu comme un cactus ou une nep, on va pas trop l'arroser. Il sera dans un emplacement pas sans soleil direct, toujours comme les neps, et il va très bien s'amuser comme ça. Ça ira très bien. Ok, Donc ça peut être très simple aussi. Maintenant, c'est sûr qu'on n'aura pas les meilleures colorations, les meilleures tailles de pièges comme ça, mais la plante vivra très bien et s'amusera très bien. très bien. Après j'avais noté, je te laisserai Laurent peut-être après parler de Drosera tubereux si ça te va, et de Mhm. Pingicula, dont on parle un peu, mais je vais parler un peu d'Helianthora. Alors moi je suis pas un grand collectionneur d'Helianthora, j'en ai quelque chose comme une quinzaine dans un terrarium. C'est des plantes qui peuvent faire un peu peur, parce qu'elles ont l'air compliquées. En fait, les premières plantes que vous allez trouver en jardinerie, de temps en temps on en trouve chez Truffaut Jardiland, c'est des Helianthora, des Heterodoxa par minor et des Heterodoxa par nutans, qui sont donc des hybrides qui sont plus solides que les autres types d'Helianthora. Et c'est typiquement des plantes qui doivent pouvoir se cultiver en serre froide. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'un terrarium. Si vous voulez cultiver les autres, vous allez quand même avoir besoin d'un terrarium. Alors il y a deux types d'Helianthora, vous allez avoir du lowland et du highland. Et du coup, ça pousse pas tout à fait de la même manière, quoi. Si je dis pas de bêtises. Moi personnellement, je les cultive en terrarium quasiment fermé avec un peu d'injection d'air par un ventilo de PC. Donc le truc tourne toute la journée et puis il souffle de l'air dans le terrarium. Et j'ai un arrosage automatique. C'est Highland et Lowland et les éléphants forêts. Je suis en train de me poser la question en fait. Je confonds avec les NEP ou... Bah, les Attends, NEP, ouais, il y a les NEP c'est sûr, mais les éléphants forêts, je Lowland, me pose la Ultra question. Highland, etc. Non.
Et ouais, en ayant forage, je pense que tu as Aussi, aussi c'est le cas. une différence comme ça. De plaine et Je de. sais pas si Ouais. on l'appelle Hmm. Lowland ou Hmm. Highland, mais il y a effectivement des différences de culture. Donc je les arrose la nuit pour avoir une toujours altitude, il me semble. Ok, il y a pas des éléphants forêt Oui, plaine. j'ai des trucs Ok, plus, pas de plaine. j'ai des trucs plus bas, si. Ok, ouais. J'ai pas tout le détail, hein. Je vous explique comment je les cultive et du coup je mets des LED relativement puissantes avec un spectre qui est un peu un spectre générique blanc chaud, 3500K. Voilà, il y a un peu d'infrarouge. Il y a des LED qui sont faites un peu pour ça sur le net. Vous pouvez me poser la question, je peux vous donner des pistes. C'est un éclairage qui fait 70 watts pour un terrarium qui fait 80 centimètres sur 40. Donc c'est relativement élevé. Il y a de l'arrosage la nuit avec des asperceurs. C'est important. Et il faut que le substrat soit bien aéré et que la plante sèche entre deux arrosages. C'est un des conseils que m'a donné Romain qui devrait nous rejoindre aujourd'hui. C'est-à-dire que pour lui, le plus important, c'est que la plante, le substrat de la plante, il sèche bien et que ce soit un substrat relativement drainant. Alors, il y a des gens qui utilisent plusieurs types de substrats. J'ai testé tourbe et perlite 70-30. Ça marche bien, mais les racines sont quand même ont quand même un peu de mal à passer à travers ce substrat, j'ai l'impression. J'ai testé autre chose sur de la sphaigne vivante et ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Voilà. Euh, Romain m'a dit qu'il était passé à une culture beaucoup plus simple. Il a enlevé tout ce qui est asperceur. Il a enlevé, il a enlevé le, il a enlevé l'arrosage. Il a laissé quelque chose de très très clean. Il se prend pas la tête. Il a juste de la lumière. Le terrarium, il est ouvert. Il n'y a pas de ventilation. Il met de l'eau de temps en temps et voilà quoi. Voilà, il se prend pas la tête. Lui, il pense que ça peut être simple comme ça. Euh, je, je suis pas encore passé à cette méthode. Quoi d'autre? Le surfaçage. Alors le surfaçage c'est un enfer parce qu'avec les LED, les bactéries ont tendance à se diviser très vite et les plantes un peu indésirables aussi. Donc j'ai essayé du surfaçage sphaigne, ça a pas bien pris parce que ça a tendance à sécher, la sphaigne aime pas trop. Et j'ai testé un surfaçage avec du sable, mais j'ai les espèces de petites bactéries vertes là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui ont commencé à passer à travers le sable. Il y a des gens qui cultivent sous LED qui voient ce que je veux dire. Et donc le truc c'est que j'ai dépoté, enlevé une partie du substrat, j'ai rempoté et par-dessus j'ai rajouté une couche de sable mais un peu plus épaisse. Là elle doit faire 1 centimètre et pour l'instant j'ai pas de problème. Donc c'est simple avec un terrarium, des températures qui varient pas trop et un système d'arrosage ou alors faut pas oublier de les arroser. Voilà. Pour les bactéries, mes délais d'UV, c'est réglé. Ouais, effectivement, je pourrais faire ça, ouais. Je vais demander au mec de La GHK de faire pouzzolane ça. aussi, ça marche Voilà. bien. La pousse de lin, ça marche sur une épaisseur de quoi? D'un centimètre, un truc comme ça? Bah, ouais, il faut une petite épaisseur, une petite semelle. Ok. Donc les Il y a un élianphora, truc vous... aussi, elles Ouais. adorent avoir la nuit une baisse de température. Ok. C'est quand même souvent conseillé, hein. Ça les fait un petit coup de chute là, une petite baisse de température, et la nuit comme Ouais. ça, elles sont cool. Ok. Moi, je dois avoir 2, 3, 4 degrés peut-être de différence entre le jour et la nuit dans la cave. Du coup, c'est pas énorme. Mais Ouais, mais ça pour peut l'instant, leur elles vont bien. suffire, hein. Cela dit, j'en ai deux qui sont mortes il y a pas très longtemps. Les autres vont très bien. J'en ai deux qui ont fini par dépérir et ça s'est arrêté, quoi. Laurent est trop concerné. Ouais. Laurent, je vais l'interroger sur les Pingicula et sur les Drosera tubéreux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces deux plantes, s'il te plaît? Oui. Euh, les tubéreux, en fait, c'est des Drosera d'Australie qui ont un cycle inversé par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, chez nous, on peut les cultiver l'hiver. Donc c'est assez cool. Et l'été, ça rentre en dormance là en ce moment. Ils commencent à... Certains sont complètement en dormance et d'autres sont vraiment, vraiment sur la fin. Il y a il y a plein de formes très cool. Il y a des formes qui Ok. sont semi-érigées, des formes érigées, et puis des formes à rosette. C'est ceux qu'on aime le mieux, comme Squamosa par exemple. Il y a des formes qui sont vraiment très 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 jolies. C'est une plante qui est assez. Enfin, ce sont des plantes qui sont assez simples de culture. Il y en a plein. C'est assez simple de culture quand on respecte aussi
un certain nombre de choses. D'accord. Première chose à respecter, c'est de les mettre en dormance et de les mettre dans une cave, dans un endroit frais et au noir pendant tout l'été. Donc Ok. à partir de maintenant, quoi. Il faut les faire sécher Ok. doucement. Donc ça prend 3 semaines, il faut les faire sécher et puis les laisser. Moi, je les ai dans des caisses plastiques. D'accord, Il ok. faut toujours que le substrat soit aéré. Il faut un substrat à moitié perlite, à moitié sable et à moitié tourbe. Ok. Et puis, bah, il faut tous les ans. Alors, c'est des petits tubercules, comme l'ail par exemple, hein. Et donc, ça a tendance à s'enfoncer. Comme les tulipes, Ok. par exemple, si vous laissez les tulipes d'année en année, ça va s'enfoncer de plus en plus dans le sol. Et donc, tous les ans, il faut les déterrer les tubercules, et puis les remettre dans un substrat propre. Et puis, c'est reparti pour une nouvelle année, quoi. Par exemple, moi, là, dans 2 mois, ce sera à peu près sec. Je vais tout virer. Enfin, c'est mes gamins qui font ça. Ils récupèrent les petites patates, on les Ok. remet dans des pots neufs, on remet les pots au frais, et quand les températures commencent vraiment à baisser vers le mois de septembre, septembre-octobre, plutôt octobre, on ressort petit à petit les pots dans les pots, on remet un peu d'eau, et puis le cycle repart jusqu'au mois d'avril, et il faut recommencer. C'est un, c'est sans fin en fait. Alors moi, je cultive ça en serre froide. Il y en a qui cultivent Mhm. ça, bah, les meilleurs, hein. Lolo de Sens, par exemple, voilà, voilà, c'est un, c'est un des maîtres en la Via Genelo, matière. ouais. Euh, ouais, lui, il cultive ça avec un peu avec de la lumière, tout ça, pour certains. Puis voilà, il sait exactement quoi apporter, qu'est-ce qu'il faut apporter à chacun. Moi, je me prends pas vraiment la tête et pour l'instant, j'ai vraiment pas de problème. Il y en a très très peu qui meurent. Même des trucs qui sont réputés un peu compliqués, si on fait pas pourrir, c'est comme l'ail, hein, vraiment, si vous faites pas pourrir le bulbe, bah, ça se passera très bien. Faut faire gaffe à ce que le bulbe ne sèche pas et qu'il ne pourrisse pas. Bah, c'est le seul truc. Mais voilà, franchement, il y a des espèces érigées qui sont vachement faciles, hein. Ok, donc conseiller à des débutants avec les Et bons conseils, quoi. La même il faut chose que. commencer Ouais. avec des érigés, D'accord. avec des trucs assez simples. Et puis, puis ensuite, on peut commencer avec des trucs un peu plus compliqués, mais pas très très compliqué. Puis ça permet d'avoir des plantes cool en hiver, quoi. Ouais. Et ça supporte le gel, ça supporte un ou moins 1, moins 2. Pas beaucoup plus, mais moins 1, moins 2, ça supporte très bien. Ok, c'est des plantes qui valent cher ou tu peux nous donner une petite idée de combien ça coûte? Ça dépend, ouais, il y a parfois il y en a certains tubercules coûtent cher. Ok, Ça peut aller jusqu'à 20 balles 20 euros pour un tubercule, 25, d'accord. 30 pour un seul. Mais il y a de plus en plus d'in vitro. Par exemple, Diflora fait de l'in vitro. Et le problème, c'est que c'est difficile. Et il y a Cédevite aussi qui fait de l'in vitro. Alors, le truc, c'est ça coûte pas cher du tout, mais il faut réussir à faire les bulbes. Donc Hmm. on les reçoit vers le mois de septembre. Ensuite, faut faire en sorte que la plante se développe un peu et ensuite fasse un bulbe. Ok, Et pour recommencer l'année suivante, parce que les bulbes, ça met quand même du temps à grossir. Il faut ok. 3, 4 ans pour avoir des plantes matures. D'accord, ok, Donc ouais. c'est une solution, donc ça fait baisser beaucoup les prix. Mais ça prend du temps et puis ça prend de l'énergie. Donc je ne conseillerais pas ça à des débutants. De l'argent un peu fichu par les fenêtres. Ok, ça marche. Donc plutôt des plantes déjà matures et essayer déjà comme ça. Oui, Et pas d'in vitro, il y en quoi. a qui sont très très belles, hein. Ou Kerry par exemple, c'est simple, c'est beau, il y a pas de problème. Parfait. Merci pour ces détails. Dans le chat, dites-nous un peu, vous avez ce genre de plantes ou pas du tout? Parce que ça. Je serais curieux de savoir quelle quantité de collectionneurs de carnis possèdent des plantes comme ça. J'aimerais bien savoir. Hop. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que ça vous donne envie un peu là? Dans les projets, ok. Aquatique qui a décidé de récupérer toutes les plantes du monde, C'est ça. évidemment. Mais il suffit de quelques tubercules, quoi. Essayer de 4 ou 5 un pot, 2, et puis après on se fait un peu la main. C'est vraiment pas compliqué, puis c'est quand même cool d'avoir de belles plantes quand toutes les autres sont à moitié mortes, les dionnées, Ouais, t'as l'impression qu'elles vont pas passer l'hiver. Là, au contraire, elles sont très contentes d'avoir un peu de froid, quoi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'insectes, en fait. Donc, moi, j'ai ah nourri un oui. petit peu avec du fish mix. Bah oui, Ok, l'hiver, il y a ouais. peu d'insectes, quand même. Ok, ok.
Il y a Alex qui dit j'aimerais bien de la tubéreuse, mais trop compliqué pour moi, je pense. Mais non, ils viennent te dire que non. Mais non. Trop facile. Couillon comme moi y Euh, arrive, donc n'importe qui peut y arriver, franchement. Il y a des, Vraiment. il y a des Elianphora chez Hélène. Axus a des tubéreuses, je pense. Est-ce qu'elle non pas encore osé franchir le pas. D'accord, d'accord. Axios, il veut tout faire. Elle a Ouais, c'est plein, ça. elle a plein de choses. Hein. Elle m'a dit, je crois savoir qu'elle a qu'elle a pas mal de choses. Ouais, ouais, ouais. Il paraît. On verra. Si un jour on a un peu les détails. Ah, c'est bien, c'est bien. Parfait. Bah, merci pour vos réponses dans le chat. Ça permet un peu de savoir. Moi, je me suis pas encore lancé dedans, mais peut-être qu'avec les explications de Laurent, je vais finir par y aller. Hein. Chaque fois, il nous redit et à chaque fois, il nous Ouais. dit que c'est simple, mais c'est vrai que Pingicula Il y en a certains européenne. que, ils sont un peu plus compliqués, mais il Ouais. y a vraiment des formes qui sont très jolies et simples, quoi. Ok. Après, Très il bien. existe des dizaines d'espèces différentes, donc il faut accepter que on n'arrive pas à tout faire, quoi. C'est sûr. C'est Pour sûr, l'instant. c'est sûr. Il y a des gens qui en ont pris une chez Enzo, vu qu'ils les attaquent, c'est bien pour commencer, ok. Il y a des gens qui testent du Pingicula européenne. Très bien, très bien. Merci pour vos réponses. On avait des questions sur les techniques spécifiques. Je sais pas si on n'a pas déjà un petit peu fait le tour dans ce qu'on a dit. Est-ce que peut-être, Charles, tu peux nous dire dans quelles conditions in situ ça vit les céphalotus, globalement? Ouais, il y a plein de choses. Donc, ça vient du sud-ouest de l'Australie. Donc, tu peux avoir des trucs sur des falaises côtières où là, il y a plein de vent, avec même des endroits de sel marin. Donc, oui, elles peuvent apparemment choper un peu de sel et ça les dérange pas trop. Elles Ok, peuvent être inondées par moment, euh, puis complètement au sec. Tu peux avoir des périodes aussi où il fait très chaud, où il y a des incendies même qui ravagent tout et le céphalotus repousse en premier dans ces zones-là. C'est un truc qui arrive assez souvent. Donc ouais, c'est un peu hardcore en fait ce qu'il arrive à subir en in situ. Euh, alors que nous, des fois, on galère en culture en pot en serre froide, quoi. ouais. Donc c'est assez paradoxal, mais il est habitué à avoir des trucs un peu bien méchants sur sa tête et ça lui va. Ça lui pose pas de soucis, ouais. Ok, ok. Sur les substrats, je sais plus si t'en as parlé ou pas. Qu'est-ce Un que petit t'as... peu, bah, substrat pour Ouais. céphalotus, ouais, moi j'ai fait plein de tests, j'en avais Ouais. parlé dans la conférence un peu dédiée à Mhm. ça. Et puis il y a plein de trucs qui peuvent fonctionner, comme je disais. Après, il faut adapter l'arrosage en fonction, mais on peut avoir du pour perlite avec plus de tourbe que de perlite, ou l'inverse, ça peut Ok. très bien marcher aussi. On peut avoir du full sphaigne, même entièrement tourbe. Il y en a qui le réussissent très bien entièrement tourbe, entièrement perlite, ça marche aussi. On peut se faire un petit mélange de trucs substrat minéral avec du Ok. sable de quartz, de la pouzzolane, perlite, on mélange un petit peu tout ça. Euh, voilà. Ce que je Ok. déconseillerais, moi, c'est de faire un truc trop lourd. Parce que souvent, quand on met le minéral, ça alourdit un petit peu. Mais voilà, Ok. il faut trouver un juste équilibre pour que ça respire. Surtout. Ok. C'est important. D'accord. Voilà. Ok. En termes de rythme saisonnier, ça vit toute l'année, ça disparaît, ça revient. Comment ça se passe? Alors, il y a deux périodes de croissance pour Cephalotus. Tu en as une au Ok. printemps et une à l'automne. Généralement, ça, c'est là où il est le plus en croissance. Voilà, en l'été, en plein soleil, enfin, avec la pleine chaleur, il a un peu au ralenti. Il y a les fleurs qui apparaissent à ce moment-là souvent. D'accord. Ok. Et puis l'hiver, bon, bah forcément, voilà. Il meurt pas, mais il est au ralenti, quoi. Ok. Très bien. Il résiste au gel aussi. Ça résiste au L'idéal, gel, c'est ouais. que idéalement que les températures remontent, hein. Si on a une semaine de température négative, il va pas trop aimer, mais si la journée, les températures remontent en positif, il est tout à fait capable d'encaisser ça. Ah, ok. Très bien. Laurent, une petite question sur Pingicula, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Est-ce que tu nous proposerais une petite description de ce qu'est une Pingicula? On n'a pas fait le tour aujourd'hui. À quoi ça ressemble? Enfin, à quoi ça ressemble? Comment ça se cultive? Je vais mettre quelques images pour que les gens aient le détail. Parce que t'en as pas mal, toi, je crois. En gros, oui, oui, il y a trois types. Il y a les américaines. Ouais, il y en a quand même peu. Il y a les mexicaines. Ok.
Et il y a les tempérées. Et c'est des cultures qui sont complètement différentes. Là, les tempérées, en ce moment, elles sont en fleurs. C'est des plantes qu'on peut nous cultiver en tourbière. Ok. Et on en a, hein, il y en a en Belgique, il y en a en France. Et c'est des plantes qui sont vraiment, vraiment très, très sympas, qui forment dès qu'il commence à faire un peu chaud, ça forme des espèces de bulbilles, en fait. Bah, ça disparaît. Ça disparaît aussi quand il fait trop froid. Ok. Et là, au printemps, c'est le moment où elles sont jolies, mais c'est pas des plantes qu'on a toute l'année, en fait. Elle est tempérée. Mais Ok. c'est bien, il suffit de. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'en acheter, ça coûte pas cher, hein, ou bon, d'en acquérir au printemps, quand il y a vraiment des bulbilles. Parce que tout autour de la plante, en fait, il y a plein de petites bulbilles qui apparaissent. Ok. Et on les détache et c'est des plantes en miniature. Donc on peut les repiquer, moi j'en ai plein. On peut les repiquer et c'est vraiment très très cool. C'est des plantes donc qu'on peut observer vers chez nous. Ouais. Ah, il faut faire gaffe parce qu'il y en a certaines qui sont annuelles, Ouais. vraiment, et qu'on peut avoir simplement à partir de graines. Donc parfois on les achète, c'est un peu emmerdant. On n'arrive pas à avoir de graines. Ouais. Voilà, le Titanica, par exemple, euh, c'est un peu emmerdant. Et ce qu'on connaît surtout, bah, ce que tu as offert, c'est des mexicaines. Ouais. Et là, c'est complètement, complètement différent. Mexicaine, il y a deux périodes. Il y a une période complètement sèche, à l'hiver. Il faut arrêter les arrosages, mettre dans une pièce avec de la lumière, mais à la fraîcheur. Et il faut surtout pas que ça gèle, sinon Ouais. c'est mort pour la plupart des espèces de mexicaines. Et surtout ne pas arroser, sinon ça pourrit. Et ça forme des feuilles, mais des feuilles qui sont succulentes, des feuilles qui sont plus carnivores. Au printemps, maintenant, là, je les ai ressorties, elles sont dans la serre. On peut les mettre dehors aussi, hein, ça pose pas de problème. On remet de l'eau, et puis hop, ça repart et ça refait des feuilles carnivores. Et pendant tout l'été, on a ces plantes qui. Alors, ça fleurit à des moments différents. Il y en a qui fleurissent Ouais. en hiver dans la serre, puis il y en a plein qui fleurissent aussi là, bah, en été, il y en a plein qui fleurissent aussi. C'est des plantes qui sont faciles, il y a plein d'hybrides. Ouais. Certains vont dire qu'elles se ressemblent un peu toutes, mais c'est pas vrai en fait. Puis la plupart sont pas très compliquées. Il y a deux ou trois espèces qui sont vraiment très compliquées. Ok. La plupart sont pas compliquées et les fleurs sont très très jolies. Celles qui sont compliquées, tu t'aurais un Vraiment ou très très. deux noms à nous donner là pour pas qu'ils se jettent dessus. Oh bah c'est difficile, elles sont vraiment difficiles à. Attends, j'ai le nom. Oh putain merde, je vais retrouver. Ah, si tu te souviens, tu nous le Euh, diras tout à l'heure, y a pas de souci. Oh, Non putain, mais non, par je connais exemple, pas non mais celle-là. Gigantea par exemple. Gigantea, tu vois, ça paraît simple, mais Ouais. en fait, ça fait des gros trucs immenses. Mais si tu les laisses sécher, moi chez moi elles crèvent en fait. Ok. Donc je mets toujours de l'eau, même sous. Je les mets avec les autres, mais dans un truc avec de la flotte, elles continuent à grandir, elles ont une croissance continue. Mhm. Donc on fait des erreurs à chaque fois et elles crèvent comme ça en fait. Ok. Orchidioides aussi, enfin forme d'orchidée. Ok. Or- Je sais pas comment ça dit. Merde, Ouais, ouais, on a compris quoi. forme d'orchidée. Là aussi, c'est Démerdez-vous. vachement difficile, c'est plus difficile à tenir. Toutes celles comme Gypsy Cola qui ont des formes allongées, c'est aussi difficile à tenir. Mais toutes les autres, elles sont simples. Ok, alors moi perso, j'ai que des mexicaines et c'est sous l'aide toute l'année dans la cave, dans un bac. Je mets de l'eau quand j'y pense et franchement, ça pousse bien. Vous voulez les diviser, comme disait Laurent, vous tirez sur une feuille, vous la mettez dans un autre pot, vous attendez, ça fait des racines et c'est reparti. Franchement, faut pas avoir Bah ouais, peur moi j'en ai plein là. ouais, Ouais, de c'est vous bien, hein. lancer, dans ces plantes-là. C'est pas des plantes qui valent très cher. Il y a pas mal de monde qui en cultive. Faut vraiment pas avoir peur. Si vous avez un petit terrarium à Et la ouais, il y a, maison, ouais. il y a Axius qui dit qu'il y a le blog de Serge Lavessière. Et c'est vrai Ouais, qu'il y a Serge a fait des vidéos, fait des vlogs. Lui, c'est vraiment le grand connaisseur de ces plantes-là en France. Donc, et puis, il est toujours là pour donner des conseils. Il m'en a donné ouais. plein. Quelqu'un qui est vraiment chouette. Mettez le lien, Et hein, puis, n'hésitez pas à mettre le lien de son site, hein. ouais, Axius dit Moctezumae. Moi aussi, je mets de l'eau tout le temps. Moctezumae, c'est la même chose. Mais faut savoir, quand on prend une mexicaine, il faut savoir si ça se cultive comme toutes les mexicaines ou pas. Et l'intérêt avec les mexicaines, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de l'eau de pluie. On peut mettre de l'eau du robinet. Moi, je la tiens dans un mélange avec du sable, de la perlite, Ah, un peu ok. de tourbe et puis de la litière pour chat. Ok, ok. Donc, c'est pas mal. Donc, la plupart aiment le calcaire. Là aussi, pas toutes. Il y en a moins, ou pas du tout, mais la plupart aiment le calcaire. Donc, c'est pas de problème. Par exemple,
les hybrides de jardinerie, il faut mieux les mettre dans un mélange avec, c'est ça, avec de la litière pour chat, enfin un truc euh, très minéral, quoi. Très minéral, ouais, d'accord. Oui, effectivement, il a un espèce de mix à base de litière pour chat, ouais. Très argileux. C'est marrant. Si quelqu'un peut mettre le lien, ouais, yes. Merci beaucoup, Axus, pour le lien. dionné.gr.free.fr. Allez-y, Serge a fait plein de choses, plein de tutos vidéo, effectivement. Messieurs, je vous propose qu'on fasse le tirage au sort maintenant. Et on passera à la deuxième partie qui s'intitule Observer, protéger et transmettre. Juste après, on Il y a a juste encore. une question, Ouais, vas-y. il y a juste une question, il y a quelqu'un qui demande s'il y a des, c'est Anno, qui demande s'il y a Ouais. des pinguicula aux USA. Ah oui, il y a l'UTA, Pumila par exemple aussi, mais c'est et il y en a plusieurs comme ça euh, qui sont aux États-Unis, ouais. Il y en a quelques-unes. N'hésite pas, Noï. Encore des plantes à mettre à ton répertoire. C'est ça. Passons au tirage au sort, messieurs. L'interface de nous trois. Et ouais, il y a plein de gagnants, c'est cool. Il y a surtout beaucoup de gens qui ont proposé des lots. Et je vais une fois plus les remercier. Il y en a qui n'ont pas pu être présents, mais qui ont quand même décidé de filer des trucs. Donc franchement, merci beaucoup d'être actifs et de récompenser nos viewers, nos followers et nos subbers, j'allais dire. Il n'y a pas eu de nouveaux subs, Laurent, mais quand même, il faudrait quand même qu'on fasse celui de réseau de tout à l'heure, qu'on n'a pas fait, je crois, avec Ah Arthur ouais. parce qu'il était parti. Du coup, je vais lancer juste, comme je crois que ce user n'est pas en ligne, j'ai un tirage au sort en ligne. Attends, on va faire tirage au sort entre deux chiffres. Et je te propose qu'on tire un nombre aléatoire. Hop, direct sur le net. Entre 1 et 10. Je te propose qu'on en goûte 2, ça te va pour le fun, Ça va. pour le challenge. Allez, c'est parti. Et les chips? On va lancer le premier. Ah, t'as des chips, c'est parfait. Bah ouais. Alors, c'est parti. Hop, le premier c'est 9. Tac. Oh merde. Et hop. Et le deuxième, c'est Oh, 8. le 9, Ah là, non. ce sera 8 et 9. Allez, je vais me prendre un petit bout de quoi. Ah, mais il me reste des nuggets. Ah non, il me reste un Thunders en fait. Hein. Il doit être faisandé tes trucs là. Putain, j'ai la dalle. J'ai la dalle. Alors, 8 et 9, vas-y. Le 9, vous avez déjà goûté. Mais Laurent, il a pas goûté le 9. Faut pas que j'en mette sur mon sol, sinon ça va le décaper, je pense. Attends, ils sont où 9 et 8. Fais voir. Où est-ce qu'ils sont là? Hop, le 9 il est là. Le 8 il est là. Attends. Si on mettait les deux en même temps. Tu vas faire fondre Laurent. Il est où? Ah ouais, le 9 il tape quand même. Le 9. Ouais, le 9, ok, va pour le 9. Allez, vas-y. Ah ouais. Ah, ça commence à te brûler, tu sais, c'est comme si t'avais un lance-flamme dans la bouche. Il te brûle, et puis après, c'est comme si le lance-flamme, tu l'avais. Ah ouais. Trop fort. Et c'est beau. Hmm. Je vais en proposer à mes enfants pour demain matin, tiens. Au petit déj, c'est parfait. Petit déj. S'ils veulent revenir manger demain midi, comme ça, ils reviendront pas, je veux dire. Et le Tu me numéro donnais pas 8. un mot, en fait. Et le numéro 8. Hop. Et rien qu'à l'odeur. Miam. Ouais, sur le 8, ça devrait aller, je pense. De mémoire. D'ailleurs, je vais galérer à la Ouais. sortir. Ça va, le 8? Ah, je sais ce que c'est. Oh, c'est pas fort. Non, c'est de la sweet L'autre, il me chili. donne chaud. C'est quoi? C'est de la sweet chili de chez Heinz. C'est très sucré. C'est un peu caramélisé. C'est Ouais. pas très fort finalement. Et si tu veux Mais goûter c'est un le truc. piment aussi. Ouais, c'est un tout petit peu pimenté, ouais. C'est vraiment très gentil, quoi. Et je te conseille de goûter. Attends. Ah, c'est dommage, il y est pas, mais. Je te conseille quand même de goûter la 7. Alors, la 7, c'est la noire, on l'a déjà goûté avec Arthur, je crois. Et en fait, elle est un peu forte, je crois qu'elle est au milieu. Et Laurent goûte une ou deux en plus. Et en fait, c'est avec des algues et du piment breton. Et alors, elle est, ouais, franchement, celle-là, elle est vraiment, elle a un C'est goût n'importe incroyable. quoi, la Bretagne. Euh, Ils font du thé, ils font du piment.
Ah ouais. Ouais, franchement, je Ah, la c'est trouve bon. ultra. Celle-là, je la trouve ultra bonne, quoi. Ouais, c'est bon. Putain, j'en ai mis trop là. Ouh, ouh, ouh. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, ouais. Je Une suis d'accord. petite. Ouais, ils sont forts ces Bretons. Faut pas plus. Ouais, carrément. C'est dommage, on n'aura Une pas race goûté les autres. supérieure quand même. Ouais, c'est dommage. Hein. Alors, il y avait du. Ah, je peux te dire ce qu'il y a maintenant. Maintenant, je peux te dire ce qu'il y avait dedans. Il y avait du. Alors, donc, celui que tu as goûté là, il s'appelle Black Bullet. Pour la vanne. Il est à 6 sur Ah ouais. 12. Mhm. La numéro 3, c'est Ouais. c'est de la sauce sriracha, qui est une sauce classique, un peu pimentée. La sweet chili, on l'a goûté. Et puis après, les autres, c'était du 12, 11, 10, donc sur 12. Les moins fortes, c'est 6 et 10, si tu veux les essayer chez toi. D'accord. 6 et 10. Et 6 la et... 9, c'était combien sur 12? La 9, c'était 12 sur 12. C'est la plus forte. Ah, d'accord. Ah bah, c'est pour ça que ça me ricane, quoi. C'est le lance-flamme, ça. C'est ça, c'est le nom de Je crois qu'elle s'appelle Armageddon ou quelque chose comme ça. Ah Enfin, ouais? non, elle s'appelle. Ah oui. C'est Non, bien c'est pas trouvé, Armageddon, ça. elle s'appelle Tsunami. Voilà. Bon. Ah Et ouais, voilà. bah, ça ressemble un peu à ça. Donc si bah c'est l'émission est pas terminée, hein. S'il y a de nouveaux subs, on en goûtera d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Faites-vous plaisir pour que Laurent puisse déguster à peu près tout ce qu'on a de dispo. Mais Bah, Charles j'ai un a paquet limite de en chips flemme. maintenant, donc Ouais, il faut que je mais je termine. vais le défoncer. Hein. De toute façon, ça c'est sûr. Ça c'est bon. Bah, j'ai mangé presque tout ce que j'avais à amener, dis donc. Allez, des subs. Merci. Hanoï, t'as gagné quoi? Mais je sais plus ce que t'as gagné, moi. T'as gagné un. C'était quoi? C'est pas le Darlingtonia? Si, le Darlingtonia de chez Non, Carniflora de Non, Charles. c'est Chrysanthème. Non, ah non, non, je me non. trompe. Ouais, alors c'est. Après, il y avait Non, je un pense qu'il avait gagné l'Eliamphora, tout ça. Alors, il a gagné tout à l'heure, mais là, il a regagné un truc. Il a regagné encore? C'est pas l'hybride maison et ou le Sarracenia au choix, je sais plus. Ah, faut que je refasse les comptes, hein. Ne vous inquiétez pas, je sais plus, j'ai pas noté au fur et à mesure. Mais t'as gagné une plante, quoi. Ah, c'est vrai que ça pique là. Je sais plus, on fera les comptes. T'inquiète pas, il y a plein de tas carnivores qui a gagné des trucs et je dois lui envoyer aussi des choses qu'il avait gagné il y a il y a 2-3 semaines, je crois. Et en plus, j'ai plus à boire. Comment je vais faire? Ah la vache. Faut boire Voilà. le piment. Ah, désolé. Ouf. Eh ben, on va le l'habitude, faire, là, moi. vache. Non, ça va aller. Il n'y a pas de raison. Non, je pense que c'est bon. Bah, on va passer à la page numéro 2 du coup de notre de table ronde rapidement. On va faire ça en un quart d'heure parce que on avait des 22h30, il est 22h30. Mais on C'est voulait ça, quand bois même. du lait. Voilà. Mange du miel. Le miel c'est pas mal, ça marche bien aussi, ouais. Il paraît en tout cas. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le Hot Ones, l'émission de Kev Kojandi là avec quand il s'appelle Alain Chabat, je vous le conseille parce qu'elle est d'anthologie quoi. Elle est vraiment incroyable quoi. Donc c'est où il fait goûter des sauces piquantes à des gens et il les interviewe en même temps. Et c'est assez marrant quoi. Euh, Vraiment excellent. Alors c'est dommage ce soir on n'a pas Jimmy. Je voulais parler de l'Observatoire français des plantes carnivores françaises Ah non. par contre. Pas L'OPCF, dispo. dont est aussi membre Arthur. Arthur, si t'es dispo, n'hésite pas à venir, je pense pas, mais voilà. Et donc, c'est un observatoire qui a été monté par Jimmy et par Arthur pour recenser, grosso modo. Attends, je vais pas y arriver. Pour recenser les plantes dans la nature. C'est-à-dire que si vous vous baladez, vous croisez des plantes carnivores et vous envoyez sur l'OPCF, qui est géré en fait par Tela Botanica, hébergé par Tela Botanica, que je vous conseille d'aller voir aussi. Vous envoyez une photo, vous envoyez la position GPS. Eux, ils gardent ces informations pour pouvoir faire du référencement. Évidemment, ils fournissent vos informations à personne, pas la position GPS pour pas se faire dépouiller les plantes, évidemment. Mais voilà, ça permet de faire un suivi de ce qu'il y a in situ, en France en général, évidemment, en Europe. Mais voilà, si vous avez ce genre de choses à côté de vous, que vous savez où trouver des plantes carnivores dans la nature, in situ, vous prenez des photos, la position GPS, vous envoyez ça à l'OPCF. Alors je vais remettre le... Hop.
c'est là. C'est donc hébergé par Tela Botanica. Et c'est ça. Je vous mets le lien dans le chat. Hop. Et donc c'est dommage qu'on puisse pas en parler plus avant avec Jimmy et Arthur. Mais voilà, je voulais faire quand même un petit point important sur le fait que bah, c'est bien d'avoir des plantes chez soi, de les collectionner, etc. Mais c'est aussi important de sauver celles qui sont dans la nature. Arthur il disait tout à l'heure que leur espace vital avait tendance à diminuer, et c'est le cas. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut adhérer à Dionée, parce que c'est des gens qui s'occupent de ça. Laurent, il nous a parlé l'autre fois de l'entretien d'une tourbière. C'était super intéressant. Sans ces gens-là et sans les gens des associations, on n'aurait pas ce genre de résultat. Donc, si vous voulez participer un petit peu à ça, sans vous engager sur des journées, etc., l'OPCF, c'est une bonne chose. Si vous voyez des plantes, donc in situ, n'hésitez pas à utiliser leur outil de gestion, quoi. Voilà. Est-ce que vous deux, je vais commencer par Charles, est-ce que tu as déjà croisé des plantes dans la nature et si oui, lesquelles? Dans quel coin? Ouais, bah, justement, je suis en train de faire un petit référencement de toutes les balades ou promenades, Ok, pas forcément près de chez moi, mais en tout cas côté belge, où on peut trouver des plantes carnivores, des plantes de milieux humides, de tourbières un peu ok, spécifiques. Donc oui, Rotundifolia est assez facile à trouver quand même dans les fagnes belges. d'accord. Et Laurent parlait de Pagicula vulgaris, si je dis pas de bêtises, pour la Belgique. Alors, elle est effectivement référencée, mais très 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 difficile à trouver. Il reste genre qu'une toute petite population du côté de la Flandre, parce que ouais, ces habitats ont été fortement touchés, diminués et réduits par bah, l'activité humaine, la pollution, etc. Donc c'est une plante qu'on va, à mon avis, pas plus trouver du tout dans pas très très longtemps, quoi, si ça continue comme ça. Ok. Et c'est un peu pareil pour Drosera intermédia, qui était allez, trouvable sans trop de difficultés il y a encore quelques années, une dizaine d'années. Et maintenant, bah, c'est pas mission impossible, mais presque, en tout cas pour la Belgique. Ok. Donc voilà, c'est important de ne pas faire n'importe quoi et de participer à des actions quoi, pour un peu protéger ces zones assez fragiles en fait. Fragile, ouais, absolument. Et je rappelle que si vous voyez de la sphaigne dans la nature, c'est évidemment interdit de la ramasser. Et vous avez suffisamment de gens qui vendent des plantes et de la sphaigne sur le net pour faire des échanges et pour faire ce genre de choses. Évidemment, ne vous servez pas dans la nature, c'est vraiment le dernier truc à faire. On en voit certainement sur Facebook, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. On en avait parlé déjà avec François il y a un moment, et c'est des cas assez particuliers. Lui, il nous avait expliqué qu'effectivement, ça existait, que si tu voulais les détecter sur Facebook, tu voyais des mecs qui vendaient des plantes qui sont racines nues, ils les posent par terre à côté d'un sac. Et quand tu vois ce genre de photos sur Facebook, il faut vraiment éviter d'acheter ça. Euh, François expliquait aussi que lui, il jetterait pas la pierre aux vendeurs parce que c'est la majorité du temps des locaux qui cherchent juste à faire vivre leur famille et qui touchent un peu de thunes là-dessus et qui sont au final exploités par des gens qui sont un peu plus loin et qui coordonnent les commandes et tout. Donc c'est pas les gens qui Si personne récoltent. n'achète, ils feront pas le faire quoi. Il y a ça aussi exactement, c'est que quand il y a des vendeurs, quand il y a des acheteurs, et ben potentiellement il y a des vendeurs. Donc faites attention, il y a suffisamment de plantes, de jolies espèces, de jolis cultivars qui sont dispo pour ne pas aller dépouiller la nature. Il nous a raconté qu'il avait vu des sites, je sais plus où en Indonésie ou je sais plus où exactement, où il était revenu genre 3 4 ans plus tard et il n'y avait plus rien quoi. Et en gros, il restait 20 plantes et il y a un mec qui est passé et qui a pris toutes les plantes quoi. Et qui a essayé après de les revendre. Donc voilà, faites attention à qui vous achetez et puis voilà, faites gaffe quoi. Faites attention à qui vous achetez. Voilà. Si vous achetez des neps, des plantes un peu sensibles comme ça, il y a des vendeurs en France, il y a des vendeurs en Europe qui vendent pas des plantes qui ont été braconnées. Donc rapprochez-vous plutôt de ces gens-là, plutôt que d'aller acheter directement à des mecs qui vendent sur un groupe Facebook. Il y a pas mal de. En ce moment, il y a eu quelques discussions, Ouais. a priori, à l'ICPS pour savoir ce qu'on devait faire des gens qui braconnaient, est-ce qu'on devait les bannir, est-ce que voilà, c'est une question complexe dont on va pas parler tout de suite.
mais c'est une problématique intéressante, quoi. Surtout que c'est des plantes qui vont rarement tenir le coup après avoir été déracinées, envoyées comme ça à l'arrache. Il y a peu de chances que ça reprenne, hein. Donc c'est vraiment de l'argent Ouais, c'est jeté ça, t'as et raison, c'est ça, c'est perte de encore, c'est plantes. très con hein, parce que Effectivement. Effectivement, si vous achetez ces plantes, vous avez une chance sur deux qu'elles n'arrivent pas à destination. Vous avez une chance sur deux déjà de vous faire arnaquer, premier truc. Et après, vous avez une chance sur deux que la plante, elle n'arrive pas en bon état, quoi. Voilà. Il y a des débats et sur puis ça. après, je veux dire, il y a Bornéo qu'on envoie à deux. Je crois qu'il y a, non, il y a Cédric ou je sais pas s'il y a d'autres personnes, mais bon. Bornéo Euh, exotique, ouais. Mm. ouais, ouais, ça suffit. T'as déjà des espèces que tu trouveras jamais ailleurs, donc bon. Ouais. En fait, pour répondre à Alex, il y a des débats sur ça. Il n'y a pas des débats sur est-ce qu'il faut bannir les poachers, enfin les personnes qui braconnent. La question, c'est à partir de quel moment t'es sûr que le mec il braconne? C'est ça plutôt que de savoir s'il faut écarter les gens qui font ça. C'est à partir de quel moment tu as une preuve solide. Tu vois, t'es pas la police, t'es juste une assoce et tu tiens un groupe dans lequel potentiellement tu as des gens qui font ça. Et comment tu prouves que c'est bien. C'est comme pour une arnaque, tu vois. Ouais, c'est un peu compliqué de se mettre Alors tu peux décider, après chacun aura son avis, tu peux décider qu'à partir du moment où tu as un doute, c'est non et c'est tout. Et tu drops les mecs et tu les bannes et puis c'est réglé. Il y a d'autres gens qui sont pas d'accord avec ça. Voilà, c'est de la politique, quoi. Savoir comment tu gères ta politique dans ce cas-là. Sachant que les mecs qui font ça, en général, sont des gens qui sont dans des pays pauvres, quoi. Voilà, compliqué comme question. Petite question. Alors, qu'est-ce que j'avais? La rareté en jeu de conservation ou de collection. Alors, les responsabilités des cultivateurs. Est-ce que Est-ce que il est possible de confier à des particuliers le fait de confier? Est-ce qu'on peut passer par les particuliers pour conserver une plante ou pas? Est-ce que c'est des trucs est-ce que vous savez si c'est des choses qui se font? Typiquement, on sait qu'il en reste une centaine et on va aller la partager à des amateurs chevronnés pour être sûr que la plante ne périclite pas ou qu'elle existe toujours. Ça se fait ça ou pas, non? Non, non, puis moi je pense que c'est pas une bonne idée. Alors oui, ça serait pour Ouais. être cool si ça tombe sur toi. Ouais, voilà, je suis Hein. très content d'avoir un truc rare, mais je pense même pas des particuliers, même pas des vendeurs comme des grosses boîtes. On aura peut-être du Differa ou du Green Hmm. Joe. Puis il y a peut-être un moment, bah, eux, ils arrêteront leur carrière et voilà, le truc, ça se retrouve où? Bon, ça doit se retrouver dans des trucs d'université ou dans des jardins botaniques, tout simplement, qui sont là un peu pour la conservation justement des plantes, hein. Ok. C'est leur but, c'est leur domaine d'expertise. Enfin, ça, c'est mon avis. Ok, ok. Donc, on en parlait aussi avec les autres de l'assaut la semaine dernière, ceux qui travaillent au jardin des plantes de Nantes, ils disaient la même Ouais. chose. Ok. Ils ont déjà ce qu'il faut, quoi. Mais par contre, bon, ça les dérange. Ils aiment plutôt que, voilà, que les espèces soient diffusées, que les gens se fassent la main, que discuter avec des amateurs, mais c'est plus euh, un truc en plus, quoi, un petit truc en plus. Mais c'est vrai que c'est pas. Je suis d'accord avec toi, Charles, c'est pas l'utilité. Il y a des gens qui sont payés pour ça, qui font ça très bien, qui sont des vrais professionnels et il faut leur faire confiance, quoi. Ok. Alors je vous pose la question parce Après, nous, que si on peut se marrer à s'amuser. L'amateur, t'es jamais sûr aussi qu'il va la conserver correctement, pas la croiser, pas l'identifier Bah oui. correctement. À un moment, enfin, t'as trop de risques de perdre la plante, ou soit par la mort, ou par la mauvaise identification auprès de la plante. Donc, enfin, ça, moi, ok, c'est pas une bonne idée, mais bon, je vous voilà. pose la question parce que j'avais vu sur un forum anglais, je crois, un message de Mike King, qui est un cultivateur un peu connu, hein, pour celles et Mm. ceux qui, voilà, il y a son nom un peu partout. Quand vous voyez les initiales MK dans le nom d'une plante, en général, c'est lui. Et en fait, il Ouais. expliquait que dans un jardin botanique en Angleterre, ils avaient récupéré une plante. Alors, c'était pas ça le terme, mais c'était un Sarracenia bleu, enfin, pas bleu bleu, mais avec des teintes de bleu qu'ils voulaient conserver. Et finalement, le truc, il est un peu passé de main en main, et puis ça s'est retrouvé sous l'égide d'une équipe qui connaissait pas trop bien les carnivores. Et finalement, la plante est morte. Et il disait dans son message, alors il disait un petit peu ce que vous disiez, et il disait par contre dans le cas précis de cette plante-là, si elle avait été
divisée et donnée, confiée à d'autres gens, peut-être que cette plante-là, on l'aurait pas perdue. Et voilà, c'est toute la difficulté, je pense, de la chose, de réussir à trouver un équilibre entre la conservation et le problème que ça se dilue dans les collections, on perd les étiquettes, c'est ce que vous disiez, hein, le truc il est Mm. hybridé et tout le bordel, quoi. Mais C'est un cas parmi plein d'autres aussi, c'est bien ça, sûr, c'est un cas. bien Est-ce sûr. qu'on doit faire, est-ce qu'on doit faire par rapport au cas particulier Ouais, ou, Et c'est sûr. puis, qui dit qu'il serait pas mort partout ailleurs aussi, où la division aurait peut-être pas pris, parce que voilà, c'est le truc est possible. peut-être pas super stable. Il devait peut-être mourir à un truc. C'est possible aussi, ouais, ouais. Voilà. C'est compliqué de savoir, on peut pas savoir en fait. Ouais, tu Mais sauras jamais voilà, de toute manière. mais c'est c'est une Charles question. Salwa sur la fin de vie des Saracéniens, il devait mourir. Non, Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. il était Il a pas bleu, il tort avait en un plus. problème, il avait des champignons, en fait, c'est une mutation de champignons, le truc, il était obligé de crever. Voilà. Écoutez, bleu. Ouais, je le sais Parfait. parce Ouais. que je l'ai pas. Écoutez, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. On a fait un petit peu le tour. Malheureusement, il manquait des intervenants, mais vous avez été parfait. On aurait dû être 5 ou 6 quand même dans cette table ronde, c'est dommage. Eh bien, écoutez, je les réinviterai, Quand on est là. Lolo et Romain et Jimmy, dans une nouvelle table ronde. Et puis, on remettra ça évidemment à plus tard. Écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. On va faire peut-être un petit résumé de notre journée. J'espère que vous avez apprécié toutes ces tables rondes, ces tirages au sort, ces visites de collection. Ça a été parfois techniquement un peu limite, mais on n'a pas eu de grosses interruptions, tant mieux. On n'a pas eu trop de problèmes de son. Presque tout le monde était là. Merci beaucoup en tout cas. Je rappelle un petit peu notre fonctionnement. Le premier mercredi de chaque mois à 21h, on fait des conférences. La prochaine fois, au mois de juin, on a François May qui vient nous parler de son expédition au Venezuela. Et on aura aussi Alexis Landman qui vient nous faire une conf de je sais plus quoi, mais vous aurez l'info bientôt. Et donc ce sera les 2 dernières conférences de l'année parce qu'on fait une pause en juillet et en août. Et il y aura une table ronde à la fin du mois de mai, c'est donc dans 14 jours, c'est-à-dire le 22 mai je crois. Et la dernière table ronde de l'année, ce sera le 3e mercredi du mois de juin. Voilà. Si vous voulez avoir de nos news, vous cliquez sur recevoir les notifications sur Twitch, vous vous abonnez, vous nous followez évidemment. Tous les replays de toutes les tables rondes et de toutes les conférences sont sur notre page, sur notre chaîne YouTube CPCFR, donc conférence sur les plantes carnivores FR, en un seul mot, donc en 5 lettres. Vous devriez pouvoir les retrouver directement avec le moteur de recherche. Et n'hésitez pas à liker notre page Facebook parce qu'on met quelques infos, c'est là qu'on met les news, c'est là qu'on communique. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Et écoutez messieurs, je vais vous laisser le mot de la fin. Charles, un petit mot avant qu'on se quitte. Ouais, bah écoutez, c'était sûrement une super journée. Moi, j'ai participé qu'à la fin et c'était, comme d'hab, toujours un très bon moment. Donc, ouais, je suppose que tout le monde a kiffé. C'est un bon délire et J'espère. ce sera pareil l'année prochaine. Donc, voilà, bah, super journée à tout le monde et vivement la prochaine. Absolument, tu es le bienvenu sur la prochaine table ronde évidemment. Quand tu as de la dispo, tu n'hésites pas. Yep. Laurent, je te laisse le mot de la fin. Ouais, ben, le mot de la fin, ça sera de te dire un grand merci parce que bon, c'est quand même pas rien d'organiser ça. Organiser d'une main de maître, tu vois, Merci c'est bien. parfaitement bien passé Bon, et je te dis vraiment un grand bravo. Juste ça, grand bravo à toi. écoutez les amis, merci d'avoir été au rendez-vous, merci de nous avoir suivis sur Facebook, franchement ça fait trop plaisir de voir les follow, les subs, de vous voir répondre là sur les jeux qu'on a fait. J'oublie pas, je garde pour vous le jeu des cultivars que j'ai commencé tout à l'heure en niveau facile. Il reste un niveau hardcore à faire. On verra s'il y a des Ah, c'est spécialistes pour sur moi la ça. prochaine table ronde. Ouais, exactement. Il y a un Céphalotus Bananito là. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est passé tout à l'heure. Je me Ah, souviens, personne l'a trouvé. Mais en tout cas, allez, ça j'espère aurait eu, je suis la merde. Mais bon, dans l'année prochaine, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup. On se retrouve donc dans 15 jours, le mercredi, pour l'avant-dernière table ronde. Combien de visiteurs aujourd'hui? Je sais pas, je te donnerai les stats.
Merci beaucoup les amis et je vous dis donc à dans 2 semaines pour la table ronde du mois de mai. Merci beaucoup pour votre participation, à très bientôt sur Facebook, YouTube, Twitch. Merci, bonne soirée.